Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis chargé de faire le chapeau de cette émission, comme souvent. Je vais l'enlever d'ailleurs, le chapeau. Bon, vous voyez, j'ai une coupe un petit peu courte. Pas de rapport avec les élections que nous allons discuter aujourd'hui, de façon un peu impromptue sur une proposition d'Eberhard qui a des choses à nous dire sur les élections donc européennes et législatives d'un point de vue ou avec un éclairage spirituel. Donc, il nous propose ce sujet, nous allons le découvrir tous ensemble. Et donc, Ébrard, je te cède la parole. Voilà. Merci Luc. Donc, en fait, mon exposé sera sur deux niveaux. Un, partant de mythes, et deux, c'est la partie bien matérielle. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'idéalisme et dans la matérialité de la vie. Donc, en fait, pour ces élections, et je vais plutôt me spécialiser là sur les législatives, c'est de dire, à la fois, ma thèse, c'est que les Français sont des enfants sur le plan politique et des malades psychiatriques à un certain degré, pourcentage. Je ne serais pas totalisant. Eh bien, ils ont eu, donc, et ça fait maintenant depuis au moins 30 ans, ils croient en l'histoire du chaperon rouge appliquée à une dimension politique. C'est-à-dire, ils aiment, que ce soit d'ailleurs Mitterrand, Chirac ou actuellement notre Macron, de président, Emmanuel Macron, raconter la fable du chaperon rouge en désignant clairement un méchant loup. Et tout le monde saura que le méchant loup, c'est la famille Le Pen et tout le reste. Donc, en gros, il faut dire 70% des Français aiment être encore des enfants auxquels on raconte ce mythe du chaperon rouge, mais qui a une dimension anthropologique, puisqu'on aime se faire peur quand on est un enfant, et on perd la dimension rationnelle, et on devient donc sujet à toutes sortes de manipulations. Voilà, ça c'est la première partie. Ça c'est la partie plutôt d'ordre mythique, puisque les fables sont toujours des mythes, mais qui disent une vérité. Et une vérité sur le comportement de l'être humain. Et c'est très profond en fait, hein, et c'est caché. Alors on l'essaye de cacher, mais non, moi je suis conscient parce que moi je suis intelligent, je lis tel journal intelligent, etc. Mais en fait, on est quand même très soumis par justement cette propagande médiatique qui emballe la fable du chaperon rouge, en fait, dans différentes modes. Et deuxième élément, ça c'est plus mon côté producteur, celui d'industriel et de paysan actuellement, qui dira que 90% ou 95% même des Français sont des malades psychiatriques parce qu'ils ne se sont pas encore rendus compte que ce qu'avait fait rêver donc l'époque 68arde où la France était encore un pays pouvant contrôler les ressources des matières premières en Afrique et ailleurs, hein, eh bien la France pouvait se permettre de ne pas produire tout en consommant et jouissant. Souvenez-vous des grands mots d'ordre de 68 art qui permettaient de dire l'important c'est de jouir, la production c'est tout à fait secondaire. Donc ils avaient déjà en fait trahi le marxisme. Ça c'est notre sociologue gaillacois dans la ville que j'habite, donc à Gaillac, qui avait bien décrit dans son critique du libéralisme libertaire cette trahison de tous les Sartre, Cohn-Bendit et jusqu'à aujourd'hui Mélenchon, mais auquel l'immense majorité des Français croient comme on croit que ça peut aller. Malheureusement, la France a baissé juste quelques crans économiques et sociaux, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais aujourd'hui, l'énergie pas chère, ça n'existe plus. Mais en fait, on veut quand même pouvoir jouir malgré la non-production en France, puisque les présidents successifs ont abandonné l'industrie après avoir abandonné l'agriculture. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi tout ça? Dans un monde où on est en fait dans une contradiction profonde, et là, tu peux regarder partout, hein, partout, 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 y compris chez toi-même, sauf moi évidemment, puisque je suis industriel et agriculteur dans mon histoire. Enfin bon, la plupart des gens veulent essayer à croire qu'une sorte de image, l'image d'une autonomie politique puisse exister. Mais quand on est dans une contradiction si profonde, ça n'existe plus. Ça veut dire que la réalité, alors qu'on veut croire à la réalité,
On veut croire à une réalité fabriquée, quelles que soient les origines politiques que peuvent être amenées, que ce soit à gauche ou à droite, y compris le Rassemblement national et autres. Ils veulent croire qu'en fait, on est encore en capacité de décider, alors qu'on décide de plus rien. Vu les informations que je donnais tout à l'heure par rapport à la contradiction entre la production et la consommation. Tout ça, alors, quelle est la conclusion logique de ça? C'est qu'on a voulu construire un nouveau mythe en plus, c'est celle du wokisme et tout de suite, on va continuer dans cette jouissance. On va continuer. D'ailleurs, depuis maintenant, à partir de la rentrée prochaine, après avoir testé ça dans toutes les écoles de France et de Navarre, de la maternelle jusqu'au lycée, ben on va instituer à la rentrée qui vient l'éducation sexuelle au plaisir. Là, à nouveau, ce que j'ai en dessous de la ceinture devient le summum, et on va essayer de faire rentrer les enfants dans une sorte de... On va créer un nouvel homme, un homme à nouveau, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est le nouvel homme de la jouissance. Ça veut dire, c'est mon être sexuel qui devient le centre du monde, et donc, on va, si possible, faire en sorte que les enfants, et là, je vous renvoie à une excellente chaîne YouTube qui s'appelle Toxin. Il y a le collectif des Moments Loups qui a présenté celle qui avait lutté contre la vaccination obligatoire des enfants, excusez du peu. Et donc, et ce collectif de Moments Loups va montrer comment, en utilisant des professeurs d'université pédophiles, l'OMS a créé des directives pour montrer comment on peut procéder à l'éducation sexuelle depuis la maternelle jusqu'au lycée, évidemment, pour qu'en fait, on fabrique un homme nouveau. Le fascisme, donc, c'est une nouvelle norme du fascisme, c'est-à-dire je fabrique un homme nouveau. Déjà Hitler et Staline voulaient le faire. Et les êtres humains, donc les hommes, qui sont des consommateurs, surtout les occidentaux, qui sont essentiellement des consommateurs, en fait, rentrent là-dedans, puisqu'on est dans une société où finalement c'est le nombril personnel, individualiste, puisque quand je jouis concrètement, je jouis tout seul. Je jouis, mon corps jouit, mon corps mange de bons produits au mieux, mais maintenant il va falloir faire descendre ça en dessous de la ceinture, et je ne suis plus qu'un appareil de jouissance de tout ce qui vient. On ne procrée plus, on s'en fiche. Donc, ça, c'est l'homme nouveau qui est en train de venir, et je prends juste un exemple, c'est que au collège à Gaillac, nous avons dans un des deux collèges à Gaillac, il y a un CPE qui a été présenté par le proviseur de l'établissement, et donc c'est une personne, et cette personne-là en question, et c'est donc le conseiller pédagogique, il est arrivé en jupe avec sa grande barbe, donc c'est en fait clairement un homme, et le proviseur l'a présenté comme une femme à laquelle les collégiens, donc depuis l'âge de 11 ans, peuvent s'adresser en cas, disons, d'un problème avec leurs parents. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on est un militant comme ça, on va dire, ces militants-là disent, si vous avez un problème avec vos parents, changez de sexe, c'est ce qui vient. Et d'ailleurs, quand on fait l'éducation sexuelle, même en primaire, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont expliquer que l'on faut changer de sexe, etc. Donc, on a des êtres humains qui vont être complètement coupés d'une pensée structurée, et effectivement, que ce soit une pensée au niveau social, collective, une pensée tournée vers des valeurs supérieures, et là je vais adresser la partie spirituelle, ils seront infoutus de ça. Donc, c'est la nouvelle mécanique, la nouvelle interprétation de l'homme nouveau stalinien ou hitlérien à la mode du jour. Donc en fait, Macron, ce n'est pas le centre, c'est ni l'extrême centre, c'est carrément l'abstraction la plus poussée d'un fascisme qui n'arrive plus, qui n'a même plus besoin d'une étiquette politique pour rentrer dedans, parce que les médias vous font rentrer doucement là-dedans. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que 95% des Français sont malades psychiatriques, parce qu'ils ne se rendent même plus compte de ça, parce qu'ils ne s'informent plus, notamment de ce genre de choses, et que 70% donc aiment que des fables, là, de type Chaperon Rouge et toutes les autres, bien, il faudrait leur retirer, maintenant je veux arriver à la solution, il faudrait retirer le droit de vote, et qu'on institue la seule solution dans ce cas-là, c'est la royauté avec un roi
qui, lui, a cette compréhension de toutes les critiques que je formulais avant. Et parce que c'est les deux corps du roi. Et là, je vous renvoie à une œuvre de Ernst Kantorowicz, qui dedans montre bien les deux corps du roi, c'est-à-dire le corps physique du roi, qui lui peut mourir, mais le corps spirituel aussi du roi. Et lui, il est donc en ligne directe avec Jésus ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, avec le fondement même de notre vie, donc avec la création dans son dimension spirituelle. Et il apporte dans sa dimension charnelle, donc c'est le deuxième corps du roi, le corps du roi physique, qui lui dit quelles sont les conséquences de cette réflexion spirituelle, de cette incarnation spirituelle, en fait, de la spiritualité incarnée, il dit les réalités physiques de la spiritualité. Donc voilà, c'est la solution, c'est effectivement aller de l'ordre spirituel, c'est pour ça que je voulais y venir. Et bon, à défaut de trouver un roi, ben, je veux bien offrir mes services, mais je vous dis bien, être roi dans une maison de fous comme la France ou l'Allemagne ou ailleurs, ou tout l'Occident, c'est pas une sinécure, et ce n'est pas un bonheur de vouloir faire ça, mais ce serait vraiment par esprit de sacrifice. Et d'ailleurs, le roi, selon René Girard, le roi, et notamment ça existe toujours en Afrique, le roi est sacrifié symboliquement, peut-être même physiquement, dans certains cas. Voilà pour ma petite intervention d'ordre politique et spirituel. Merci beaucoup, Eberhard, du don de la personne que tu viens de faire, de te proposer comme Ubu-roi ou, comme dans la pièce l'autre pièce, celle de Ionesco, le roi se meurt, de te sacrifier de la sorte. Qui souhaite réagir en premier? Christian n'a pas l'air trop candidat. Claude, peut-être? J'ai coupé vos micros, messieurs, parce que ça faisait du bruit. Alors, comme je ne savais pas de quel côté, j'ai coupé les deux. Christian? Oui, Claude, tu parles, mais ton micro est coupé. Hein? Claude, il faut que tu réactives ton micro. Ok. Ça marche là? Oui. Oui, je ne sais pas comment trop réagir. Ça part dans des tas de sens. Bon, sur la conclusion que la solution est d'ordre spirituel, je dirais oui. Mais c'est sur le très long terme. Et que, en revanche, que ça passe par le roi. Alors là, je ne sais pas si je comprends très bien les deux corps du roi, mais le roi, alors, un peu en tant que sauveur, comme s'il y avait un sauveur finalement, est-ce que aussi c'est pas toujours ce que les Français, dans leur maladie psychiatrique, recherchent? C'est toujours un sauveur, d'une certaine manière, il y a un peu de ça. Même là, s'ils n'y croient plus, hein, parce qu'avec Macron, je crois que c'est un peu fini, mais bon, en même temps, il y a un petit sursaut, quoi. Ça continue à fonctionner, en restant un peu au centre, peut-être qu'on va rester dans une certaine modération. Voilà, mais j'ai du mal quand même à faire un lien très précis entre les élections, du moins leurs résultats, et disons l'avenir spirituel. Pour moi, bon, il y a une certaine déliquescence générale de l'être humain, parce que justement, il lui manque une vie spirituelle qui le rendrait plus libre, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus lucide sur les choses qui se passent. Et donc, on a des gens qui sont enfermés, disons, dans leur matérialisme et un soi-disant rationalisme, enfin, c'est souvent très émotif aussi, et qui donc cherchent à trouver une sorte d'équilibre sans trop savoir ce qui se passe. Puis il y a quand même aussi, de nos jours, des médias qui sont extrêmement mensongers, hein, qui vont vraiment dans le sens du pouvoir actuel, quoi. Bon, alors donc on leur a fait peur encore avec l'épouvantail du Rassemblement national. C'est peut-être pas plus mal non plus pour le Rassemblement national qui se trouve toujours dans l'opposition parce qu'il aurait eu le manche. C'était pas forcément un cadeau.
surtout avec un Bardella qui est encore un jeune homme, il y a encore du lait qui sort de son nez. Donc, non, franchement, c'était pas un cadeau. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Maintenant, il y a quand même une crise politique qui reste ouverte et je ne sais pas comment les choses vont tourner personnellement. Mais moi, sur le plan spirituel, je sais que la solution n'est pas là. Elle est. Alors, par contre, je crois à l'homme nouveau, puisque tu as parlé d'homme nouveau. Je crois à l'homme nouveau, mais pas un homme nouveau qui serait préfabriqué et enfermé dans une idée particulière de l'humain, mais un homme nouveau qui sort de ce que nous sommes, nous, qui est notre propre création. Nous sommes capables d'accoucher d'un homme nouveau à partir de nous-mêmes. Et ça, c'est ce dont l'homme moderne n'a plus aucune conscience. Il n'est pas capable de comprendre, ou très peu peuvent l'entendre, qu'un Christ peut naître à partir de lui. Voilà. Comment? En se mettant à aimer, tout simplement, en se mettant à aimer, pardonner, enfin, ce vieux message qui est là depuis des millénaires et que les hommes ont toujours plus ou moins effleuré ou enfermé dans des institutions avec une certaine forme d'hypocrisie. On a toujours joué un peu les tartuffes par rapport à ça, en fait. On s'y est jamais mis, quoi. Hein. L'amour du prochain, le pardon sans condition, la paix, du coup, la capacité à vraiment être des hommes bons, de vérité, droits, honnêtes, etc. En fait, ça n'a jamais véritablement existé, sauf des cas particuliers, mais pas à l'échelle d'un peuple. Et c'est ce qui manque. Donc, pour moi, la solution, elle reste là. Les élections, bon, ça n'est qu'un épiphénomène d'une dégénérescence de la France, et je pense qu'elle n'est pas inintéressante parce que si des choses même empirent encore, ce qui est vraisemblable, je crois que les Français vont commencer à comprendre qu'il n'y a pas de sauveur, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'il n'y a pas de sauveur en dehors d'eux-mêmes, en réalité. Voilà. Voilà, c'est ce que j'espère, qu'il en sortira. Maintenant, ça sortira peut-être pas de mon vivant, ça sortira dans les générations qui vont venir. Et donc, que la plupart des Français ne vont plus croire en la politique, tout simplement. C'est pas de cela que sortira le bonheur dans ce monde. Voilà, moi, mon sentiment. Je ne sais pas si je rebondis suffisamment bien sur les propos d'Eberhard. Par contre, son histoire de Gaillac, enfin du CPE à Gaillac, ouais, c'est pas piqué des hannetons et ça montre bien la dégénérescence dans laquelle on est, quoi. C'est évident. Enfin, c'est lamentable, de mon point de vue. Mais bon, je veux pas rentrer dans le jugement. Voilà, c'est le monde dans lequel nous sommes pour le moment. Je ne peux pas en dire grand-chose de plus. Je passe donc la parole à qui veut la prendre. Christian? Oui. Je ne sais pas si on peut tirer des enseignements du point de vue de la spiritualité à partir du résultat des élections. En fait, je pense que non. Le résultat des élections, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont dépendants d'un certain nombre de choses, mais ils sont dépendants mécaniquement du mode de scrutin. C'est-à-dire qu'on a un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Si reprenons le même scrutin en mode proportionnel à 1 tour, on a une Assemblée nationale complètement différente. Bon. Donc déjà, de ce point de vue-là, le résultat des élections est en grande partie fonction de la mécanique du mode de scrutin. Donc, pour l'instant, pas de composante spirituelle. Alors après, comment les gens ont voté? Et j'ai bien aimé l'allégorie d'Eberhard, le petit chaperon rouge et puis le grand méchant loup. Voilà. Les électeurs sont des enfants. Alors, les électeurs sont des enfants, il a dit 2 choses, Herbert. Il a dit les électeurs sont des enfants, je suis d'accord avec lui, et puis après, il a dit les électeurs sont des malades psychiatriques, et là, je ne suis pas d'accord. Bon, alors, je vais m'en expliquer. Les électeurs sont des enfants, on le sait depuis longtemps. Hein, bon, on le sait depuis qu'on a installé
la démocratie représentative, c'est-à-dire à la suite, en France, à la suite de la Révolution de 1789, et on fait plus que le savoir, puisque notre ami Emmanuel Joseph Sieyès a installé la démocratie représentative en disant, écoutez, on ne peut pas faire autre chose que faire ça parce que les gens sont des enfants. Voilà. Alors, il n'a pas dit ça, il a dit, les gens ne sont pas assez instruits, ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc, la démocratie représentative, dont les élections récentes sont un des outils de mécanisme, hein, c'est fait précisément pour des enfants. Ensuite, il a dit les Français sont des malades psychiatriques parce qu'ils croient qu'on va pouvoir continuer la croissance alors qu'on n'a plus de ressources naturelles finies. Je le dis à ma façon, à moi, hein, mais je pense que c'est grosso modo ce qu'il dit. J'appelle pas ça des malades psychiatriques. Et j'appelle ça tout simplement des enfants, continue, qui croient à la propagande de l'association de malfaiteurs qui dirige le pays et les autres pays développés, qui leur vendent effectivement un système qui n'est pas durable, et ça, on le sait déjà depuis un certain temps. On le sait, je dis ceux qui ont une vision lucide le savent, mais bien entendu, et Claude l'a encore dit, les médias sont extrêmement puissants. Les médias sont, non pas aux ordres, ils sont la propriété des maîtres du pouvoir. Et donc, on leur dit effectivement le contraire. On leur dit, il n'y a pas de problème, qu'on n'ait pas de fer, de zinc ou de pétrole, ce n'est pas un problème. Parce que grâce au développement durable et à l'incommensurable génie de l'homme, et particulièrement des Français, on va trouver des solutions. Bon, donc les gens y croient. Ça n'appelle pas ça de la maladie psychiatrique. Alors, du point de vue, pour revenir aux élections proprement dites, on ne peut tirer aucun enseignement du fait qu'il y ait une majorité de gauche, une majorité de droite, une majorité du centre, pas de majorité du tout, comme on se retrouve aujourd'hui, dans la mesure où tous les candidats sont identiques. Alors, de ce point de vue-là, l'électeur reste un enfant, reste un chaperon rouge, il croit, on lui fait croire une dissemblance entre la gauche, la droite, le centre, l'extrême truc, l'extrême machin. Non, il n'y a pas de dissemblance, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord sur les choses essentielles, c'est-à-dire la croissance, le capitalisme, ils sont d'accord là-dessus. Bon. Donc, il n'y a aucune dissemblance. Et je ne suis pas aussi sévère qu'Eberhard sur les slogans situationnistes de 1968. Non seulement je ne suis pas aussi sévère, mais je suis un adorateur, un admirateur des slogans des situationnistes, notre cher Guy Debord, donc de mai 68, parce qu'ils sont de la poésie injectée dans la vie sociale. Et s'il ne doit en retenir qu'un, ce sera celui-ci, élection, piège à con. Voilà. Bon. Alors, là-dessus, l'histoire de la jouissance. L'histoire de la jouissance. La jouissance, elle nous est vendue avec le kit. C'est-à-dire que le capitalisme existe parce qu'il donne à jouir. Alors, mon ami Paul Ariès a une très belle formule. Il dit le capitalisme donne à jouir, c'est pour ça qu'il est si fort, mais je ne suis pas sûr que cette jouissance soit de très bonne qualité. Ça, c'est un autre débat, c'est subjectif. La plupart des gens ils trouvent que c'est de très très bonne qualité. Donc, le capitalisme fournit des outils de la jouissance, et c'est pour ça qu'il plaît. Voilà. Bon. Et l'objectif du capitalisme n'est pas de fournir des outils de jouissance pour le plaisir, il est de fournir des outils de jouissance parce que c'est rentable, parce que ça paye. Voilà. Donc dites-vous bien, chaque fois que le capitalisme, c'est-à-dire que le système fait quelque chose, pourquoi le fait-il? Parce que ça paye. Si ça ne paye pas, rien ne se passe. Je pense que Eberhard fait un focus beaucoup trop excessif, je dirais une fixette, bon, sur cette histoire disons, de déchéance morale, LGTB, les hommes, femmes, etc., etc. Bon, et il ne s'agit pas là, à mon avis, hein, voilà, je vous donne, il ne s'agit pas là
d'un désordre moral, parce que qu'est-ce que c'est que la moralité? Sauf si on est disons, un autocrate de ce point Ah de bah, vue-là. c'est le cas. Je ne sais pas, il y a un chien qui a aboyé. Oui, moi. Ah d'accord. Eh bien, il faut respecter toutes les tendances. Alors, par contre, là où ça ne va pas, c'est quand les tendances s'imposent. Ah, Et donc, ce dont a parlé Eberhard, c'est le lobby, hein, les lobbies LGTB, les ouais. lobbies qui sont aujourd'hui, qui possèdent le ministère de la Culture, etc. etc. Bon, ces Éducation, lobbies tu voulais dire. de culture, La culture, éducation aussi. l'éducation, ils se partagent, hein, ils se partagent avec d'autres, hein, voilà. Bon, mais les gays, c'est essentiel, ils sont à l'agriculture. Bon. Et donc, voilà. Donc c'est une affaire de lobby et c'est un élément de la mécanique de la démocratie représentative, c'est-à-dire que les lobbies approchent les décideurs qui ensuite font des lois pour faciliter leurs activités. Mais au bout du bout, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, pourquoi est-ce que ces lobbies fonctionnent? Parce qu'il y a de l'argent, voilà, parce que c'est rentable, parce qu'on fait des profits avec ça, on fait du business, voilà, tout est affaire de business. Voilà. Bon. Alors, je ne crois pas du tout à l'histoire de l'homme nouveau. Là, c'est un peu, je dirais, la théorie du complot, et puis voilà, la Game of Thrones, je sais pas quoi. Voilà, c'est la série du complot. Le capitaliste s'en fiche pas mal, s'en contrefiche de créer un homme nouveau pour soit un homme qui consomme les choses qu'on lui donne. Et d'ailleurs, il n'est pas toujours sûr qu'il va trouver le bon produit. C'est pour ça qu'il y a des panels avec des marketing qualitatifs dans les entreprises pour savoir ce que les gens vraiment ont envie. Hein, le yaourt avec tel parfum. Voilà. Bon, ils sont contrefiche de créer un homme nouveau. Je ne pense pas qu'il y ait cette. On peut le voir comme ça. Je sais que c'est une idée qui circule beaucoup, qui est une volonté comme ça, avec un groupe spécialisé dans la création d'un nouveau. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à ça. Et alors l'homme nouveau, par contre, qui va venir, forcément, mais il va se fabriquer tout seul en fonction de l'hétéronomie. Alors là, je suis tout à fait d'accord hein, avec Eberhard. L'illusion de l'autonomie fait partie de l'histoire du chaperon rouge. Et on dit encore au chaperon rouge, vous êtes autonome, vous allez pouvoir prendre votre destin en main, la preuve, vous n'avez qu'à élire Tartampion, Tartampionne, et donc on va faire la loi qu'il faut, on va faire le destin en main. Non, voilà. Personne ne leur a dit, tout simplement parce que ceux qui le disent n'ont pas d'audience, l'autonomie c'est terminé, maintenant c'est l'hétéronomie. Tout ce que vous allez faire sous la contrainte de lois extérieures qui vont s'imposer à vous, qui vont de nouveau s'imposer à vous, après que pendant 2 siècles environ, on vous ait dit que le génie humain allait pouvoir s'affranchir de toutes les lois, de toutes les contraintes naturelles. Et donc, du point de vue politique, pour refaire un lien avec les élections législatives, la solution, alors je n'ai pas de mot solution, je suis anti-mot solution, mais en tout cas, si on doit imaginer que, comme le dit Claude, la plupart des Français vont ne plus croire en la politique, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne croit plus à la politique, c'est qu'on s'abstient. Et personnellement, pour moi, l'homme nouveau, c'est l'homme qui va se détourner des urnes, parce qu'en votant pour Pierre, Paul ou Jacques, ce sera toujours les mêmes Pierre, les mêmes Paul, les mêmes Jacques. Il n'y a que à partir du moment où, et je pense que lorsque les gouvernements auront perdu leur crédibilité parce que l'homme se rendra compte de l'hétéronomie à laquelle il est désormais voué, il dira, mais ces gens-là, je ne les crois plus. Alors, c'est vrai, c'est un discours qu'on entend, je ne les crois plus, etc. Mais ils vont quand même voter, j'en connais plein qui disent qu'ils sont tous pareils, mais ça fait rien, ils vont voter. Le premier tour, le deuxième tour, ils vont voter. Bon, voilà. Et donc, l'homme nouveau,
c'est celui qui ne vote plus. Et qui, je ne vote pas parce que je ne veux plus de votre système politique. Je veux autre chose. Alors quoi? Bon, pour une autre émission. Hein. Voilà. Mais je ne veux plus de système politique, donc je ne participe plus aux élections. Voilà. C'est ça le boulot. Merci. Bon, beaucoup de choses à dire. Bon, effectivement, on est un petit peu borderline, je dirais, par rapport au périmètre habituel du cercle du renouvellement spirituel. Mais bon, pourquoi pas? Il y a quand même des éléments, je pense, intéressants dans ce qui a été dit et qui relèvent effectivement vraiment de notre objet. Bon, je vais reprendre sur ce qu'a dit Eberhard, effectivement, sur le fait que les Français étaient des enfants. Bah, ils sont infantilisés, ça c'est clair. Christian l'a explicité. Mais effectivement, abandonner par la représentation son pouvoir, effectivement, c'est une forme d'infantilisation. C'est assez clair. D'autre part, je crois quand même que ce sont que des gens qui croient à des fables. Je crois que là, c'est assez faux, je pense. Alors, il y a une part de fables, évidemment, mais il y a des intérêts. Les gens qui votent Macron le font très clairement par intérêt, et s'ils basculent d'un élément à l'autre en essayant de faire gagner leur camp, si tu veux, c'est pas du tout simplement parce qu'ils croient à des fables, c'est qu'ils pensent que leur intérêt propre, matériel, et aussi peut-être leur confort intellectuel et culturel, passe par là. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose fondamentale. Rien inventé, je dirais, les leçons du matérialisme historique, je dirais, que nous donne et que je partage. Donc, les fables, c'est la surcouche, effectivement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a des noyaux qui sont très clairement dans l'intérêt dans la défense de leurs intérêts. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Sur la question, alors je vais sauter directement, sur la question de la solution qui serait le roi. Je crois vraiment, c'est très lié au monothéisme. Et là, je réfléchissais cette semaine à ça. Je dis vraiment, je pense que vraiment la tâche historique de l'homme à son état de développement, c'est vraiment de se débarrasser des monothéismes. Vraiment, les monothéismes, je vous parlerai, je pense, de l'ouvrage d'Édouard Gibbon sur la chute de l'Empire romain, où il étudie, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a plus de 2 siècles, hein, il y a près de 3 siècles qu'il a écrit ça. Donc on n'a pas du tout toutes les retenues qu'on peut avoir par rapport aux juifs aujourd'hui, si vous voulez. Et donc c'est très intéressant de voir comment lui il explique la genèse du monothéisme et du christianisme, notamment au moment de la chute de l'Empire romain. Et son développement à sa suite. Je crois vraiment que le moment historique nécessite justement la fin du monothéisme. C'est vraiment fondamental. Le roi est une structure politique qui répond au théisme d'une manière générale, avec un esme, et au monothéisme en particulier. Donc, je ne crois plus que ça soit vraiment à l'ordre du jour, et justement, ce que c'est plutôt ce que moi j'appelle la 4e voie, d'une dimension idéologique, politique, mais également spirituelle. Parce que ça répond, il faut que ça soit en correspondance. Une société qui est plus démocratique, parce que c'est ça, quelque part, hein, qui est éminemment démocratique, je dirais, est fatalement plus centralisée sur un seul homme, sur un seul Dieu, sur une seule entité. Ça doit se répondre. Hein. Il faut qu'il y ait une cardinalité, une multiplicité qui soit de même nature. Donc c'est pour ça que je ne crois absolument pas à cette trajectoire
qui est juste un retour en arrière, une des formes des barbaries, justement, le retour à un régime politique et spirituel antérieur. C'est ça la barbarie, c'est la régression. Hein. C'est ce qui est décrit, et ce que tu décris dans ces interventions de... Tu fais un syllogisme là. Pourquoi? Parce que tu dis royauté, c'est barbarie. Et... Non, alors oui, non, je dis on va... démocratie. C'est un retour en arrière. Le retour en arrière est par nature, c'est de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Et donc tu vois la barbarie parce que c'est ça, retour en arrière, c'est obligatoirement la barbarie. Alors c'est une des formes de la barbarie, c'est la barbarie, je dirais, cristallisée, c'est-à-dire dans sa finalité, je dirais. C'est Clovis qui prend le pouvoir en France, si tu veux, hein, très clairement. Voilà, effectivement, avec du coup le monothéisme qui s'impose, etc. Mais Clovis est un barbare, enfin, qui pratique des massacres et des trucs absolument terribles. Oui, mais la royauté n'a pas qu'été Clovis. Ah non, mais bon, voilà, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce système qui correspond et qui correspond bien à un chef, un dieu, etc., etc. Si on est dans un modèle démocratique, forcément que ça ne correspond plus, hein, tout simplement. Une des formes de barbarie, c'est justement le retour en arrière. C'est la barbarie, je dirais, quand elle est arrivée à son installation, quelque part, finale. Mais avant ça, il y a des guerres, il y a plein d'autres choses, des épidémies, etc. Donc, ce que tu décris par rapport au lobby LGBT, etc., effectivement, ça s'inscrit dans cette trajectoire vers la barbarie, bien entendu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et bon, j'ai bien aimé quand même que Christian dise qu'il y a une question de lobby LGBT, sauf que le lobby LGBT, il est au pouvoir. Attal s'en est vanté. Borne, donc Premier ministre, en poste. La prédécesseur, c'était également une LGBT, Elisabeth Borne. Le Conseil d'État, et il n'y a quasiment que des gens qui sont LGBT. Enfin, on est dans une société qui est comme ça. Enfin, l'éducation sexuelle au plaisir des enfants, c'est le ministre de l'éducation nationale. Oui, c'est lui qui a lancé ça. Voilà. Donc c'est pas qu'un problème culturel, c'est pas du tout qu'un problème culturel, c'est un problème général, complètement général, et qui, d'ailleurs, ils font prêter serment dans le football, etc. Enfin, bref. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais je vais y revenir, parce que c'est toute la question, au fond. Alors, effectivement, qu'est-ce qui... Bon, je vais venir sur l'homme nouveau. Je vais parler de l'homme nouveau et je finirai sur l'homme du futur, peut-être après. Le capitalisme, ce n'est pas qu'un système économique. La politique est de l'économie concentrée, il y a aussi de l'idéologie. Et quand tu dis la seule chose qui les intéresse, c'est que ça soit rentable, oui, in fine, mais il n'y a pas que cela. Il y a la construction d'un homme nouveau. Je te renvoie aux ouvrages de Lippmann, du néolibéralisme dans les années 30 et 40. Elle est tout à fait explicite. Si. Oui, je suis d'accord avec toi. Lippmann a dit il nous faut un homme nouveau. Parce que le problème, c'est qu'il a une culture, il faut un homme fluide, qui soit complètement interchangeable. Il faut un homme qui puisse être l'homo marchandicus, l'homo liberalis. C'est ce qu'ils ont posé comme théorie, et c'est leur travail depuis cette époque. Bon, à cette époque-là, ce qui a gagné, c'était le keynésianisme, mais le néolibéralisme qui s'est imposé à partir des années, fin des années 70-80, c'est cette idéologie-là qui est à l'œuvre. Et la construction de l'homme nouveau est tout à fait nécessaire. Il faut qu'il soit plus enraciné dans des régions, dans des pays, etc. Il faut qu'il puisse être interchangeable, qu'il puisse acheter tout et n'importe quoi. Il faut qu'il puisse changer de travail, qu'il puisse être polyvalent, etc. Des électrons libres. Voilà, des électrons libres. C'est toute cette construction d'homme nouveau, elle est tout à fait volontaire. Elle est tout assez pertinente. C'était une des réponses à la crise de 29. Donc dire qu'il n'y a pas ce projet politique. D'ailleurs, j'en parle. D'ailleurs, je vais vous montrer
2 émissions que j'ai consacrées à ça. Il y a cette émission sur le libéralisme, grandeur et misère du libéralisme, où je parle, j'évoque notamment Lippmann et d'autres, et je cite d'autres personnes, hein, du 14 février 2024. Et puis sur l'homme nouveau, je pense qu'il y a aussi un élément important, c'est les trois voies traditionnelles. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se projeter dans l'avenir sans étudier l'impasse des 3 voies actuelles. Donc, première et deuxième voie alternative, je dirais, le fascisme et le communisme. Chacun avait un homme nouveau à sa manière, hein. L'homme, l'élite, l'homme nouveau à la Nietzsche, je dirais, pour les fascistes, l'homo proletarius, complètement matérialiste, je dirais, du communisme. Et puis, il y a cet homme nouveau du libéralisme, de la voie initiale, mais qui est aussi celle de la 3e voie, parce que Macron, c'est l'homme de la 3e voie, il ne faut quand même pas l'oublier, qui est cet ersatz d'homme, justement, fluide, qui peut être tout, donc il peut être un homme, une femme, voilà, ce qui est important, c'est qu'il soit fluide. Donc c'est tout à fait, c'est pas du tout secondaire, c'est tout à fait essentiel dans le stade de développement du capitalisme actuellement. Alors, donc ça c'est une autre émission, donc ça c'est du 28 avril 2021, vous voyez, donc sur l'homme nouveau, je vous invite à la consulter. Mais je mettrai les liens sur le site de toute façon. Alors, maintenant, quel avenir ? Parce que c'est ça la question, ce qu'a posé aussi Claude. Bon, Claude, tu crois que ça prendra beaucoup de temps. Je ne suis pas sûr qu'on ait tant de temps que ça devant nous. Hein. Après, je ne sais pas, enfin moi je pense qu'il faut effectivement sortir réellement du monothéisme. Ça me semble quelque chose de tout à fait important. Et plus j'avance dans nos travaux du CDRS, plus j'en suis vraiment persuadé. Et donc, il faut autre chose. Il faut autre chose qui ne nie pas forcément totalement le passé, qui arrive à le recycler, parce qu'on ne construit jamais à partir de rien. Mais il faut, je pense, que l'homme, et là je suis assez d'accord avec toi, ça sera pas, s'il y a un homme nouveau, ça sera pas un homme, ça sera sa propre création, donc quelque chose de démocratique quelque part, hein, et qui accepte sa double nature, sa nature naturelle, son caractère naturel de l'homme, un être de nature, et le LGBT n'est pas quelque chose de nature, contrairement à ce que tu crois, Christian. Non, c'est pas dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a que des comportements homosexuels, il n'y a pas d'homosexualité, ça n'existe pas du tout. Hein. Il n'y a que des comportements homosexuels, mais qui sont dans une visée hétérosexuelle. Les vaches qui montent sur le dos des autres vaches quand elles sont en chaleur dans le pré, par exemple, c'est parce qu'elles appellent le taureau. Hein. Elles ne sont pas homosexuelles en tant que telles. Pour donner un exemple tout à fait concret. La nature, par nature, n'est pas homosexuelle. Donc c'est une construction. Et c'est bien ce problème, c'est qu'aujourd'hui on est sur une trajectoire où l'artificialisation, le croissancisme, je dirais, nous dit il faut faire des choses de plus en plus artificielles. Il faut s'artificialiser de plus en plus. Et c'est sur cette trajectoire que nous sommes et dont il faut à un moment donné échapper. Sachant que nous sommes aussi des êtres artificiels. En tant que tels, nous ne pouvons pas, notre caractère est double. Il est à la fois naturel et artificiel. Nous ne pouvons pas vivre sans les artifices, non plus. Donc c'est cette réconciliation, s'il y a un homme nouveau, c'est cette réconciliation avec, comme le dit Claude, alors peut-être moi je le dis d'une façon différente, mais la réconciliation avec notre être profond, celui qui est originel. C'est ça qu'il faut retrouver absolument. Et s'il y a une spiritualité, c'est ça qu'il faut qu'elle mette en avant, et non pas de mettre en avant un Dieu tout-puissant qui nous écrase et des choses comme ça. Ça, non. C'est quelque chose qui sera profondément humain, je dirais. Et plus qu'humain, même universel, pour reprendre le débat de la semaine dernière. Voilà, messieurs. Bon, je pense qu'on a beaucoup pris de temps. Non, je pense que ça va faire trop long après.
Esberhard, peut-être pour une conclusion, puis nous pourrons Oui, poursuivre j'ai fait peut-être une la semaine conclusion. prochaine. Alors, bien sûr, On a ouvert plein de... c'était une boutade, hein, le roi, mais d'une manière plus générale, c'est juste pour faire réfléchir à la chose, pour dire les hommes, quand on les regarde et qu'on les rencontre d'une manière des centaines, comme je le fais notamment sur le marché, on voit clairement, non pas ce que vous souhaiteriez, parce que vous êtes toujours dans la dichotomie, on voudrait que, etc. C'est important, hein, de dresser une direction, mais la réalité est tout autre. Et donc, quand on est dans cette réalité de gens qui ne veulent pas se créer eux-mêmes, c'est-à-dire se libérer eux-mêmes et d'être réellement des adultes, hein. Alors bien sûr, on peut ne pas goûter le truc maladie psychiatrique, mais d'une certaine manière, être adulte et se comporter comme un enfant, c'est une maladie psychiatrique. Enfin, je ne vais pas retomber sur mes pieds, mais c'est d'une manière ça que je veux dire. Si. Donc, et donc, en fait, il y a un moment donné, quand le peuple, prenons-le dans la généralité, le peuple, en fait, comme il a été abreuvé par toutes ces saloperies de médias et compagnie et de politiques complètement pourries, quand ce peuple, eh bien, il ne peut pas voir la solution. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent que la toucher dans le corps. Ils savent très bien qu'ils sont trop feignants pour ça, parce qu'ils sont l'homme n'est ni bon ni méchant, il est fondamentalement feignant. Et il veut, si possible, que ça continue. Et il est conservateur du moment, il est conservateur s'il arrive à remplir son ventre et à payer ses factures. Et encore, il accepte de faire des crédits au cas où, et donc on est complètement à crédit à beaucoup de niveaux. Donc voilà, c'est juste pour dire, on est perdu et qu'un roi qui représente en fait cette spiritualité. Et si je parle du roi, c'est pas celui des Mérovingiens, c'est ceux de l'époque de Charles V, parce qu'il y en a un, Charles V, c'est le début de la guerre de 100 ans. Simone Veil l'aimait beaucoup. En fait, ce sont ces rois, on pourrait dire autour de Louis IX, et pas tous, hein, parce que je sauve pas Louis XI, je sauve Louis XI, mais pas... attends, non, je sauve Saint-Louis, et pas Louis XI encore. Donc, il y en a, déjà Louis XI, c'était la manipulation très forte. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que si vous voulez, dans un renouvellement constitutionnel sans adresser la dimension spirituelle, c'est pour ça d'ailleurs que le CDRS a été en fait créé, eh bien, dans l'état anthropologique de la situation, les êtres humains, les citoyens français, mais allemands et tous les autres, sont incapables de comprendre en plus l'évolution géopolitique de la chose. Incapables. Ils ne voient pas du tout comment on les broie à tout niveau. Alors de leur faire pondre une nouvelle constitution, mais ça donnera que la même misère. Ça donnera, moi je veux consommer, je veux profiter de la vie, etc. Donc en fait, ils se mentent à eux-mêmes, et c'est ça le plus facile. Quand on a joui, il faut bien comprendre, un peuple comme au Moyen-Âge, où 95% étaient paysans, car ou 90%, hein, et aujourd'hui, où c'est exactement le contraire et même en pire, on ne peut pas avoir les mêmes idées. On ne peut que être hors sol. On ne peut pas comprendre qu'il faut d'abord produire pour consommer. On ne peut pas comprendre d'où on vient réellement. On veut créer cette artificialisation dont tu parlais, Luc, très clairement. Et c'est cette soif d'artificialisation que certains vont croire que parce qu'ils vont faire de la méditation longue, etc., comme Claude a des tendances à le décrire, ça va suffire. Mais non, pas du tout. Il faut vraiment regarder sur les fondements matériels, mais en découvrir les objectifs spirituels. C'est ça que je dis. Et c'est personne autre que un ange, un prophète, ou appelez son comme un roi, avec ses doubles dimensions du corps de roi, qui peut dire ça au peuple. Et il faut qu'il le dise, mais en l'ayant réalisé, qu'il l'ayant incarné. Mais je ne serai jamais roi, rassurez-vous. Et même moi, ça serait le pire des horreurs que de le devenir. Mais franchement, je crois que dans l'état mental, la réalité, et je l'ai appuyé vraiment très fortement tout à l'heure, la réalité, c'est quelque chose que l'immense majorité des gens ne peuvent pas aborder parce qu'ils ne la vivent pas réellement par rapport à une situation sociale, économique, géopolitique. Voilà. Et c'est ça qui vient, et il faut avoir une grande vision pour pouvoir entraîner les gens, mais malheureusement, on va d'abord tomber dans la barbarie avant qu'il se trouvera une personne. Toi, tu critiques le fait que ça puisse être d'ordre monothéiste, etc. Mais tu ne marcheras pas sur le monothéisme.
Ça, c'est un souhait. Tu comprends? Luc, c'est un souhait de dire ah ben moi je crois que ce serait mieux, mais c'est côté être hors sol par rapport à la situation que les gens sont incapables de suivre autre chose qu'un monothéisme. Ils sont incapables. Il leur faut toujours quelqu'un qui leur montre bah voilà vers où aller. Ils ne savent pas faire autrement. Et ils ont trouvé Macron, ils ont trouvé De Gaulle à d'autres moments. De Gaulle, c'est la plus pure expression du monothéisme plutôt positif par rapport à Macron où c'est le monothéisme négatif. Il ne faut pas croire, il ne faut pas dire d'un seul coup, c'est presque de l'emporte-pièce de dire le monothéisme c'est mal. C'est un peu ce que tu fais. Hop, 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 hop. Il y avait un côté comme ça. Voilà, c'est tout, je voulais dire ça. Voilà. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Non, ça très fait. rapide. Non, simplement, je vais pas, trois points que je vais simplement citer, mais qu'on ne va pas débattre, hein, qui sont émergés dans l'échange, qui me paraissent extrêmement polémiques. Voilà. C'est le point LGTB. C'est-à-dire, LGTB, c'est artificiel, ça n'existe pas dans la nature, donc ça doit être condamné. Bon, ça, je ne suis pas d'accord et je voudrais en débattre. L'histoire du roi, je ne suis pas persuadé que ça ne puisse pas arriver. Eberhard s'est repris dans une boutade. Je pense que lorsque le pouvoir actuel aura perdu toute sa crédibilité, qu'il y aura un vide spirituel, ça peut être un roi, ça peut être le roi ou le pouvoir citoyen, c'est ou l'un ou l'autre. Et troisième point, c'est cette affaire d'homme nouveau. Cette affaire d'homme nouveau, il me semble que vous confondez la cause et la conséquence. Un système donne un certain homme. Bon. L'homme nouveau qui soit conçu au départ, ça veut dire qu'il y a un cabinet quelque part, qu'il y a un commando d'hommes nouveaux qui a décidé. Alors dites-moi, quand on dit on, qui c'est qui fabrique cet homme nouveau? Mais on te l'a dit. C'est l'idéologie néolibérale, et ça a commencé avec Lippmann. Système politique économique qui Hayek produit ce qu'il doit produire, et ça produit un homme nouveau. S'il y a un autre système économique, il y aura un autre homme nouveau. Le système médiéval, il y avait un autre homme nouveau. Donc, il ne faut pas confondre cause et conséquence. Voilà, tout ce que je voulais dire. Bon, alors je ne sais pas si on poursuivra ce débat. Il y a une autre possibilité, hein, moi je pense, et quand je parle à barbarie, c'est la destruction nécessaire et inéluctable, je dirais, de ces hommes, je dirais, qui sont hors sol, dont tu parles, Eberhard, dont je parlais hier avec Géraldine Sivenskaya, où on parlait de l'apocalypse, ou une apocalypse où effectivement on peut imaginer que le changement vienne aussi, par cette barbarie extrême, d'une extermination massive d'une partie de ces populations. Et bon, on peut faire de la prospective, mais moi je pense que ça passera, enfin je crains que ça passe par là, et je crains que ça soit malheureusement la seule voie. Bon. On pourra en débattre. Sur l'homosexualité, c'est déjà au programme, hein, Christian. Déjà au programme. Tu vas modifier le programme en conséquence? Non, c'est déjà au programme. Ah, attendez, je relance l'enregistrement parce que ça a sauté. Putain. Hop. Voilà, je reprends. L'enregistrement est en cours. Ouais, parce qu'on a dépassé 1 heure, donc il a coupé. Donc voilà, c'est déjà au programme l'histoire de l'homosexualité, on l'a déjà. Oui, mais là la troisième session sur la prière, donc elle est reportée d'1 semaine, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc tout est redécalé d'1 semaine. Bah, je vais renvoyer un planning. Et les 3 points qu'a soulevé Christian, là, paraît intéressant. Enfin, moi, c'est surtout la notion d'homme nouveau. La notion de roi, personnellement, je vais certainement en traiter une partie à travers spiritualité et anarchisme, à mon avis. Bon. Enfin, sur le point homosexualité, c'est déjà au programme. Homme nouveau, je ne sais pas si c'est au programme, mais je peux regarder, effectivement. C'est un sujet, effectivement, tout à fait intéressant. Merci, messieurs.